Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très importante parce que on va parler des différents types de risques en finance d'une manière générale. Cette vidéo elle est importante parce que je sais pas, la plupart des gens voient souvent les gains qu'on fait sur des opérations financières et n'ont pas forcément conscience des différents types de risques qu'ils prennent, d'accord? Parce que le constat est le suivant, soit tu as beaucoup de gains et beaucoup de risques, soit tu as peu de gains et peu de risques, d'accord? Donc cette vidéo elle va être très importante parce que on va venir en reparler régulièrement de ce que c'est, les risques, les choses comme ça, d'accord? Mais je vous fais cette courte introduction parce que j'aimerais mettre un petit peu de contexte dans cette vidéo, et n'hésitez pas d'ailleurs à la regarder en x2 parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu longue, mais c'était compliqué de faire plus court. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour réaliser cette vidéo, j'avais besoin d'un tableau, d'accord? De la même manière que j'avais besoin d'un tableau pour faire ma vidéo sur la dette, pour ceux qui l'ont regardé, la vidéo bonus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ici, chez moi, je n'ai pas de tableau. Du coup, c'était problématique, et j'ai trouvé une solution, c'est que à ma fac, bah il y a des tableaux. Et du coup, j'y suis allé pour pouvoir filmer. Le problème, c'est que je n'étais pas sûr d'avoir l'autorisation de le faire. Du coup, je l'ai fait un petit peu en cachette. Mais du coup, j'ai préféré me dépêcher pour des raisons plus qu'évidentes. Et j'ai pas forcément pris le temps pour vous faire une introduction. Du coup, je vous la fais maintenant. Un truc assez intéressant à noter, c'est que je prends régulièrement ma respiration avant de faire une phrase du style bonjour. Et le problème, c'est que étant donné que j'étais à ma fac, j'ai gardé mon masque. Pour être sûr qu'on m'entende, j'ai mis mon micro dans mon masque. Et je m'excuse, mais en fait, le son est absolument dégueulasse à chaque fois que je prends ma respiration, mais ça reste quand même un petit peu audible, d'accord? J'ai baissé le son pour que ça se remarque pas trop non plus, mais voilà, je m'excuse pour la gêne occasionnée. Dans tous les cas, je referai cette vidéo parce que je la trouve vraiment gâchée par le problème de son, mais elle est tellement importante que je préfère vous laisser la première version telle qu'elle, d'accord? Je m'excuse encore pour cette gêne occasionnée, n'hésitez pas à regarder la vidéo en x2 parce qu'elle est vraiment longue. D'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, peut-être un petit peu moins longues aussi. À bientôt et bonne vidéo. Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter des risques. D'accord? Alors cette vidéo, je vais essayer de la déconstruire en trois différentes parties. D'accord? Dans un premier temps, on va voir tout ce qui est définition, c'est-à-dire c'est quoi le risque. D'accord? Parce que ça peut paraître bête, mais c'est important pour moi de définir les termes en fait du sujet de base avant de s'y attaquer. Dans un second temps, on va essayer de s'attaquer au bêta. Le bêta, c'est une des nombreuses manières que nous avons d'essayer de quantifier le risque. C'est-à-dire, voilà, on part souvent du risque avec le fameux ratio gain-risque, mais typiquement ce ratio, comment on fait? Est-ce qu'on a des moyens de le quantifier? Eh bien oui, et on va voir le principal moyen de quantifier le risque avec le bêta. Et enfin, dans un dernier temps, on va voir les différents types de risques que l'on va pouvoir rencontrer. Petite précision, aujourd'hui, le bêta, on va pas avoir des mathématiques très poussées. D'accord? Je prendrai 20 secondes, même pas, pour expliquer un petit peu la formule pour les deux-trois matheux qui sont là. Sinon, je vais surtout vous montrer ça à travers des graphiques. D'accord? Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, ne vous en faites pas, on va pas commencer à faire des maths, de grosses équations, etc. Ok? C'est vraiment pour que tout le monde comprenne ce que c'est le risque. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est le risque, d'accord? On entend souvent parler des gains, d'accord, de certains actifs, mais on a trop tendance à oublier les risques, d'accord? Et c'est dommage parce que pourtant c'est une énorme partie, si vous voulez, du monde de la finance, d'accord? Il n'y a pas que les gains, il y a les risques aussi qui sont très importants. Du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Donc dans un premier temps, on va essayer de voir un petit peu comment définir le risque. Le risque, si vous voulez, bon, vous connaissez tous le mot risque exactement. Concrètement, pour vous la faire simple, c'est un événement, on n'est pas sûr qu'il se produise. Mais s'il se produit, alors conséquence. D'accord? Les risques dans les différents marchés financiers, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a des événements qui vont peser sur un actif, une classe d'actifs, etc., qui font que si cet événement se produit, alors il y aura perte d'argent, d'accord? Le risque, c'est ça. Maintenant que nous avons défini un petit peu plus les termes du sujet, on va essayer de se pencher de nouveau un petit peu là-dessus. Ok? On a vu les définitions, maintenant on va voir comment les quantifier. Parce que c'est vrai que euh, juste parler des risques pour parler des risques, c'est un peu dommage. D'accord? Comment on le quantifie? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le bêta.
vous allez voir qu'en finance, on le reverra, hein, bien sûr, tous les risques. C'est important de comprendre cette vidéo parce que on le reverra plein de fois. Les risques et le bêta, d'accord? Et d'une manière générale, on a énormément de lettres grecques en finance, d'accord? Alors le bêta, là c'est le moment où je montre un petit peu la formule, histoire de la montrer. Ok. On parle du bêta par exemple d'une action. Je vais la noter A, d'accord? Le bêta de l'action A, ça va être égal à la covariance des gains potentiels de notre action par rapport au marché avec lequel on va venir le comparer. Les gains, pardon, du marché avec lequel on va venir le comparer. Divisé par la variance des gains potentiels du marché. Bêta, c'est ça, ok? Ça, c'est la relation mathématique concrète des bêtas. On va pas la voir aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a des gens, des économistes, des financiers qui sont dans des universités pour venir nous le calculer. Ok. Si vous avez besoin, je préfère le dire avant d'oublier, d'un bêta d'un actif ou souvent d'une catégorie d'actifs, n'hésitez pas à regarder le site internet d'un monsieur qui s'appelle Damodaran. C'est un économiste de New York University, pardon. Et concrètement, en fait, son site paye pas de mine, mais en vérité, vous avez des informations fiables. Donc si vous avez besoin de chercher le bêta, vous embêtez pas à le calculer, d'accord? Il y a des gens qui savent le calculer mieux que nous. Et pour préciser, d'accord, ça va être la covariance, parce que c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. La covariance, c'est égal à l'espérance des gains espérés de l'action et celui du marché, sur lequel on va venir retirer l'espérance du gain de votre action avec celui du gain espéré du marché. Ça peut paraître compliqué, ça c'est la formule, mais comme je vous ai expliqué, on ne fera pas de maths aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire mieux que ça, on va étudier un graphique. Ce graphique, vous en faites pas, d'accord? Il n'y a pas tellement de problèmes à avoir avec ça, vous allez voir, c'est assez intuitif. D'accord? On va pas se pencher sur le graphique en lui-même, dans le sens où il va être simple le graphique, ok? Donc ne vous inquiétez pas sur ce niveau-là. Pour montrer un petit peu ce graphique, pour trouver bêta, ok? On va partir d'un axe dans lequel, en ordonnée, on va montrer les variations quotidiennes d'une action. Donc je vais prendre par exemple Amazon. Donc je vais marquer V pour variation de A, de Amazon, d'accord? Gardez en tête que c'est Amazon, je vais marquer Amazon. Et en abscisse, cette fois-ci, on va montrer les variations quotidiennes, pareil, du marché avec lequel on compare. Alors souvent, on va venir utiliser des indices boursiers. Et spoiler, souvent, on va le comparer avec... c'est souvent le même indice boursier, il manque d'imagination, les financiers. Ça va être le S&P 500. Ok. Alors on va pas forcément toujours le comparer avec le S&P 500. Si j'avais pris par exemple, je sais pas, Total Energy, je pense qu'on l'aurait comparé peut-être avec, je sais pas, le CAC 40. Ou le SBF 120. Je sais pas. Ça dépend, d'accord? Sur ce graphique, si vous savez bien lire un graphique, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les variations d'Amazon par rapport aux variations du S&P 500 quotidien, d'accord? Le bêta, souvent, on va le calculer par rapport à une année, ok? Parfois, on le fait par rapport à des trimestres, des semestres, d'accord? Mais on va partir du principe qu'aujourd'hui, on va le faire sur une année, sur l'année, par exemple, 2021. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, par exemple, le 1er janvier 2021. Le 1er janvier 2021, on va regarder les variations du S&P 500. S&P 500, on va dire qu'il a pris 1%, d'accord? Ce qui est bien, ok, sur le marché des actions. 1%, c'est quand même une bonne journée. Et dans le même temps, donc le même jour, hein, le 1er janvier 2021, l'action d'Amazon a pris 2%, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier point ici. Ce point-là, ça correspond aux variations du 1er janvier 2021. Et on voit bien que sur l'axe des ordonnées, on peut lire 2%, c'est les variations d'Amazon. Et au 1er janvier, pour les variations quotidiennes du S&P 500,
c'est 1%, d'accord? Jusqu'à là, j'espère n'avoir perdu personne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à la fin, dans les commentaires. Et on va faire ça pareil sur toutes les journées, d'accord? Alors par exemple, on peut avoir, je sais pas, le S&P 500 recule cette fois-ci de 0,5%. On va être à peu près là. Et Amazon, quant à lui, va reculer de 1%, par exemple. Comme ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que ce graphique, on va venir le faire en boucle, d'accord? Et du coup, pour chaque jour, pour chaque journée, on va avoir un point, d'accord? Et ça va nous donner... Ok, ça va nous donner un graphique assez particulier qu'on appelle un nuage de points. Ok, un nuage de points, c'est alors il y a certainement un nom un peu plus mathématique que juste dire ah bah c'est un nuage. Ok, mais c'est ce qu'on observe, d'accord? On a juste ici un nuage. Ok, avec ce nuage, on va tracer une droite. Là, ça va être la partie la plus complexe éventuellement à comprendre du graphique. C'est à quoi correspond cette droite? En fait, si vous voulez, cette droite, c'est la droite qui passerait en plein milieu du nuage de points. C'est-à-dire que globalement, tous les points sont environ à la même distance de la droite. Okay, il y a certainement un nom mathématique à cette droite, mais je l'ai oublié, donc c'est pour ça que je ne le dis pas. Je mettrai sans doute au montage si jamais ça me revient en tête. Mais donc du coup, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette droite, elle passe à peu près au milieu de tous les points. Okay, et c'est important de comprendre ça. Tout simplement parce que la pente de cette droite, ça correspond au fameux bêta. Ok. On va juste après l'interpréter. Ok. Je vous ferai juste remarquer que cette droite, qu'on va appeler alpha, j'ai envie de l'appeler alpha. Ok. La droite alpha, elle est affine. Ok. Donc alpha. Non, je vais pas faire ça. En fait, elle est de forme y égale a x plus b. Et sur ce graphique, notre bêta, ça correspond au a, d'accord, au coefficient directeur. Ok. Alors, le bêta, concrètement, qu'est-ce que c'est, d'accord? Parce que là, je vous ai expliqué comment le montrer mathématiquement, mais on ne sait pas exactement ce que c'est le bêta, d'accord? Alors, le bêta, en fait, ça va vous montrer les variations d'un actif par rapport à un marché. Ok. Là, ce qu'on fait, typiquement, c'est qu'on compare les variations de l'action Amazon par rapport aux variations du S&P 500. D'accord? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est intéressant de les comparer? Tout simplement parce que ça va permettre de voir un petit peu la volatilité. Ok? Parce que je vais vous spoiler un petit peu l'objectif du bêta. Ok? C'est que pour définir ce que c'est un actif risqué, on va se baser sur la volatilité d'un marché. Okay, l'AMF a catégorisé les cryptoactifs comme étant des actifs très risqués. Et vous savez sans doute pourquoi, c'est parce que le marché des cryptoactifs est reconnu comme étant très très volatile. D'accord. Là, le bêta, il peut être facilement de allez, minimum 3. Ok, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'il est minimum de 3. Ça dépend pour lesquels, mais bon, ok. On le définit comme ça pour une raison, j'allais dire très simple. Les raisons ne sont jamais simples, d'accord? C'est tout simplement, y a plein de raisons de voir ça, ok? Pourquoi est-ce que la volatilité nous montrerait, enfin définirait un actif qui serait risqué ou non? L'une des meilleures raisons que j'ai pu trouver, c'est que si par exemple vous mettez 5 000 euros sur un actif, d'accord? Si les 5 000 euros vous les mettez là par exemple et votre actif il fluctue comme ça, etc., etc. Dans le pire des cas, s'il fluctue, s'il est peu volatile, d'accord, vous perdez pas énormément, ok? Vous passez de 5 000 euros à 4 500 dans le pire des cas, ok? Admettons au bout d'un mois, vous avez vraiment besoin d'argent, ok? Vous avez un gros problème, vous avez, je sais pas, une fiche d'impôt qui est tombée, vous avez un procès, j'en sais rien, ça dépend de plein de choses, mais vous avez un problème qui fait que vous avez besoin d'argent. Eh bien, si vous êtes sur un actif qui est peu volatile, l'argent que vous avez placé dessus, vous pouvez le sortir à un certain moment, même dans le rouge, ok? Pour prendre cet argent et permettre de vous sortir de la merde, ok? C'est une des explications. Et je parle en connaissance de cause, j'ai reçu mon premier courrier d'impôt il n'y a pas longtemps, j'ai un peu soufflé du nez. Mais tout va bien, d'accord? Donc, concrètement, c'est ça.
Si vous avez des actifs très risqués, à savoir très volatiles, si par exemple vous mettez 5000 euros et que au bout d'un mois ça en vaut plus que 2000, pour prendre le pire des cas, bon, si au bout d'un mois vous avez un problème, vous devez sortir 4000 euros, c'est dommage parce qu'au début du mois vous l'avez, mais à la fin du mois bah, vous n'avez plus les 4000 euros. Donc c'est pour ça que la plupart du temps on va définir le risque d'un actif par rapport à sa volatilité. Okay, et comme j'ai expliqué, le meilleur moyen de quantifier ce risque, de quantifier cette volatilité, c'est à travers le bêta. Alors maintenant on va s'attaquer un peu plus au bêta en profondeur, d'accord? Parce que le bêta, il peut avoir plusieurs formes, d'accord? On va prendre plusieurs cas de figure. Je vais effacer un petit peu mon schéma, mon graphique. C'est dommage, je trouvais que j'avais plutôt bien fait. Et on va prendre tous les cas de figure qui existent, d'accord? On va prendre le cas de figure où bêta est supérieur à 1. Lorsque le bêta est inférieur à 1, on s'en fout du cas de figure où il est égal, hein, qu'on soit bien d'accord. Et on va prendre le cas de figure où bêta il va être inférieur à 0, d'accord? Dans le premier cas de figure, si votre bêta il est supérieur à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Là par exemple, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Si l'action d'Amazon avait été supérieure à 1, ce qui est probablement le cas, hein, on est sur un gros squeeze. J'aurais peut-être pas parlé de ça parce que après ça sonnait vraiment comme des conseils d'investissement, il faudrait pas que j'en fasse. Mais ouais. On va prendre par exemple l'action d'Apple, c'est pareil. Je crois qu'il est de 1,5 le bêta il y a quelques années pour l'action Apple. Mais typiquement, le bêta de Amazon par rapport au S&P 500, s'il avait été supérieur à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une manière générale, au cours de l'année, les variations d'Amazon ont été plus importantes que les variations du S&P 500. Okay, est-ce qu'on peut parler de surperformance? Je sais pas. Mais globalement, ce qui veut dire, c'est que le marché de Amazon a été beaucoup plus volatile que le S&P 500, d'accord? Autre chose, si le bêta est positif, ça veut dire que d'une manière générale, l'action d'Amazon et l'indice boursier de S&P 500 se déplacent dans le même sens, d'accord? Ok? À l'inverse, pas tellement, mais si le bêta est inférieur à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre action par rapport au marché, donc si par exemple le bêta de Amazon par rapport au S&P 500 était inférieur à 1, ça veut dire que l'action d'Amazon est beaucoup plus stable par rapport au marché du S&P 500. L'indice boursier du S&P 500. Ok, ça veut dire ça. Ok, par contre, il se déplace toujours dans le même sens. Ok, c'est-à-dire d'une manière générale que là je vais essayer de mettre deux graphiques l'un sur l'autre, d'accord? Si vous avez le S&P 500 qui fait ça, ok, le marché d'Amazon, enfin le cours d'Amazon, d'une manière générale, ça veut dire qu'il aurait fait quelque chose comme ça, ouais. Ok, c'est-à-dire que d'une manière générale, il se déplace dans la même direction. Quand le S&P 500 monte, Amazon monte. Ok, ce qui ne sera pas forcément le cas. J'ai un dernier cas de figure avec un très bon exemple. Mais juste, il est fait avec pas la même amplitude, d'accord? Il le fait avec moins d'amplitude. Donc le bêta qui est inférieur à 1, ça veut dire ça. Et le cas de figure où le bêta est négatif, on pourrait aussi prendre le cas de figure où bêta est supérieur à moins 1 et inférieur à moins 1, mais bon, ça c'est pas très intéressant parce que c'est la réciproque en fait des deux premiers. Okay. Quand le bêta est négatif, vous l'avez compris, si je refais mon graphique, ça veut dire que votre nuage de points, il fait que il descend en fait, d'accord? Si je devais refaire ma droite qui passe à peu près au milieu du nuage de points, on aurait une pente qui est négative. Ok, c'est normal parce que le bêta est négatif. Et à quoi ça correspond? Ça rime à quoi concrètement? C'est étrange. Ça veut dire qu'on a un actif qui d'une manière générale a une relation négative avec un autre. Est-ce que ça existe? Oui. Il y en a un qui est très très connu et qui est d'ailleurs le meilleur exemple que je puisse vous donner. C'est l'or. L'or c'est une ressource et surtout au-delà de ça c'est une valeur refuge. Je vous en avais déjà parlé de l'or comme étant une valeur refuge, une très très bonne valeur refuge. Ce qui fait que d'une manière générale, et ça on peut le voir au cours de l'histoire, c'est que quand vous avez des marchés ou de gros cracks qui se produisent, la plupart du temps les gens ne jurent que par l'or, par cette douce ressource qui est une valeur refuge. Ce qui fait que quand le marché va mal,
le cours de l'or monte parce que tout le monde en veut, parce qu'il y a un crack et c'est une valeur refuge, ok? Alors qu'à l'inverse, quand les choses redeviennent stables, d'accord? Quand les actions remontent, redécollent, plus personne ne veut de l'or, parce que bon, bah valeur refuge c'est sympa, mais il faut aussi mettre du beurre dans les épinards. Donc ça, c'était l'interprétation du bêta. J'espère que vous avez bien compris, ça peut être peut-être un petit peu rapide pour certains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'est important pour vous que vous compreniez ce que c'est le bêta et ce que c'est les risques. Ok, tout simplement parce que la plupart des gens ne voient pas du tout ce que c'est le risque. Les gens ne savent pas ce que c'est le risque. Ok, pour eux, c'est juste, il n'y a que des gains à faire. On le voit surtout dans le marché crypto. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités francophones cryptoactifs. C'était Crypto Matrix. Ce qu'il avait dit globalement, c'est que il en avait marre de voir une communauté qui ne cherchait que des gains, mais qui n'assumait pas les risques qu'ils prennent. Et c'est vrai, d'accord, s'il y a bien un marché qui est hyper volatile et qui présente un très très gros risque, c'est celui des cryptoactifs, d'accord? Donc ça c'est important à garder en tête. Ok, mais par contre, quand vous avez de gros gains, forcément derrière, j'aurais pas vous l'expliquer, mais ça paraît évident et même ça a été prouvé tellement de fois que ce n'est plus à prouver aujourd'hui. Quand vous avez de très très gros gains, vous avez de très très gros risques derrière. Ok, on va venir au 3 juste après, hein, vous en faites pas. Quand vous avez de très très gros gains, vous avez de très très gros risques derrière. Et par contre, il faut savoir les assumer. Parce que justement, c'est ce que dénonçait Cryptomatrix, c'est que dès que le cours se retourne, il y a une chasse aux sorcières qui s'organise. Ce qui est dommage. Mais bon, ça arrive. Maintenant, on va voir les différents types de risques. Ok, ça, je pense que ça va être la partie la plus intéressante. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est important de voir comment se font les différents types de risques, ok? Et surtout, je vais vous expliquer comment les éviter, ok? Comment se limiter votre exposition sur ces risques-là. Alors, je vais vous en donner 3. Le premier, c'est le risque idiosyncratique. Le risque idiosyncratique, c'est le premier. Ouh, c'est un mot compliqué. J'aime bien quand les mots sont compliqués. Surtout que celui-là, on le retient vite. Le risque idiosyncratique, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un risque qui va venir s'attaquer soit à une valeur en particulier, une action en particulier, soit à un secteur, une industrie. Donc ça peut être l'action d'Amazon, l'action d'Apple, Total Energy, etc., etc., Airbus. De la même manière que ça peut être sur le secteur, je sais pas, de l'agroalimentaire, de l'aviation, des transports, de l'énergie, etc., etc. Ça, ce sont des risques idiosyncratiques. Ok, je vais vous mettre 2 exemples. Le premier exemple que je pourrais donner, c'est sur une action. C'est l'exemple qu'on m'avait donné, l'action de Apple. Ok. Typiquement, on va prendre le cas de figure de la mort de Steve Jobs. D'accord? La mort de Steve Jobs, qu'est-ce que ça provoque sur les marchés financiers? Est-ce que le cours de Total Energy peut être impacté par la mort de Steve Jobs? Probablement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de relation directe entre les deux. D'accord? Donc, un risque idiosyncratique provoqué par la mort de Steve Jobs n'impactera probablement pas l'action de Total Energy. Ok? Par contre, l'action d'Apple peut être impactée, ce qui paraît logique. Ok? Steve Jobs décède. Qu'est-ce qui va se passer sur l'action Apple? On n'en sait rien, mais il y a un risque. Ok, il y a un risque idiosyncratique. Il y a un risque que les gens se disent, oh merde, il est mort. Ok, le marché va, je vais shorter le marché parce qu'il va tomber. Ok. La mort de Steve Jobs, c'est un risque idiosyncratique pour l'action Apple. Et éventuellement ses concurrents, d'accord? Ça, je veux bien l'admettre. L'autre cas de figure, quand ça concerne plutôt un secteur, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça, j'aime bien cet exemple-là. Depuis 2020, 2021, il y avait un composant qui permettait de construire des voitures, des tableaux de bord, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il y a eu une pénurie de ce composant. Et forcément, le fait d'avoir une pénurie de ce composant-là, ça va présenter un risque sur le secteur automobile. D'accord? Pareil, si par exemple vous avez des scandales sur, je sais pas, un truc agroalimentaire, ça va présenter un risque idiosyncratique sur toutes les actions qui concernent l'agroalimentaire. Ok? La pénurie de ce composant pour faire des voitures, est-ce que ça va impacter Total Energy ou Amazon? Amazon peut-être, j'en sais rien, mais je sais pas, le groupe PSA par exemple va être beaucoup plus impacté par ça. D'accord?
Donc ça c'est le premier risque, le risque idiosyncratique qui va rester local. Comment on fait pour se protéger du risque idiosyncratique? Je pense que vous avez déjà la réponse. Globalement, pour se protéger du risque idiosyncratique, il faut diversifier son portefeuille, d'accord? Vous avez un portefeuille, c'est bien d'avoir un petit peu d'actions dans un secteur, puis dans l'autre, d'accord? L'agroalimentaire, l'hôtellerie, ok, des choses comme ça. Les nouvelles technologies, l'informatique, d'accord? Il faut diversifier les secteurs de votre portefeuille, d'accord? Parce que s'il y a un risque idiosyncratique sur une de vos actions, ça vous fait ni chaud ni froid parce que bon, ça représente pas un gros pourcentage de votre portefeuille, d'accord? Donc ça c'est le meilleur moyen de se protéger contre le risque idiosyncratique. Ou de prendre des assurances, mais bon, on n'en est pas là. Le deuxième risque, qui va être assez intéressant, je pense que vous le connaissez, c'est le risque de marché. Ok? Le risque de marché, qu'est-ce que c'est? Le risque de marché, c'est quand vous avez l'ensemble d'une classe d'actifs qui va prendre cher, ok? Enfin, qui risque de prendre cher. Là, l'exemple, il va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir prendre le cas de figure, par exemple... ouais, ça va être des cas de figure assez macro. Si par exemple la banque centrale, elle décide de relever ses taux d'intérêt directeurs, quelles conséquences ça va avoir sur le marché? Typiquement, par exemple, il y a de fortes chances que le marché de l'immobilier prenne un risque. Il y aura un risque de marché sur le marché de l'immobilier. Pourquoi? Parce que si vous avez des taux d'intérêt directeurs qui montent, les taux d'intérêt, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils montent. Si les taux d'intérêt augmentent, qu'est-ce qu'ils font? Le coût d'un prêt à la banque, il monte, d'accord? Et en fait, quelles conséquences ça va avoir? Typiquement, le levier financier qui est très intéressant à utiliser, en fait, surtout en France, je crois, pour l'immobilier, il va être moins intéressant parce que le coût de votre levier financier va être potentiellement plus élevé. Et c'est quelque chose qu'on peut observer au quotidien. Quand vous avez des taux d'intérêt directeurs qui augmentent, ça va présenter un risque pour le marché immobilier. Et souvent d'ailleurs ça va être pour le marché obligataire par exemple, ça va être une opportunité. Forcément les obligations, si les taux d'intérêt augmentent, free real estate comme on dit. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant pour le marché obligataire si vous avez un risque de marché du style voilà, les taux d'intérêt directeurs remontent. D'ailleurs d'une manière générale, souvent les actions aussi prennent un petit coup, parce que tout le monde préfère quitter le marché des actions, de l'immobilier, etc. pour aller directement vers quelque chose qui est... Ça dépend de ce qu'on appelle le spread de votre obligation, mais d'une manière générale, c'est un peu moins risqué. Et c'est une valeur un peu plus sûre quand même, le marché obligataire. Comment se prémunir contre les risques de marché? Je pense que vous connaissez déjà la réponse encore une fois. Il faut diversifier cette fois-ci son patrimoine. Si par exemple vous avez, je sais pas, des actions, des obligations, vous avez 2 appartements que vous faites louer et un autre que vous rénovez pour vendre plus cher, on parlera d'immobilier, de ces 4, ça je vous promets. Ça peut être intéressant. Vous avez des ressources, des dérivés financiers, bref, tout ça va limiter votre exposition sur certains marchés en particulier. J'imagine que la plupart d'entre nous sommes beaucoup trop exposés à un marché précisément. Donc forcément, s'il y a un risque de marché, par exemple sur les actions et que vous avez que des actions, vous êtes impacté directement. Donc ça va être le risque de marché. Maintenant, on va voir le dernier. Alors, il est un peu plus gros, bien sûr, et il est un petit peu moins fréquent. Le dernier risque, c'est ce qu'on appelle le risque systémique. Tout est dans le nom. C'est un risque que l'ensemble du système crache en fait. D'accord? Lui aussi, il est encore plus rare et géographiquement parlant, il peut être local. J'en parlerai juste après, je pense. Le risque systémique, c'est quand vous avez plusieurs classes d'actifs qui tombent. L'exemple typique que je peux vous donner, ça va être en 2008, le marché immobilier américain s'est effondré. Il y a le marché obligataire qui a suivi la même trajectoire. C'est un comble pour cette paire. Les actions à peu près suivies. Les ressources, quant à elles, je pense, typiquement l'or, je pense qu'il a augmenté. On a vu, il y a un bêta négatif. Donc le risque systémique, c'est ça en fait. C'est un risque global en fait, sur plusieurs marchés. Si vous avez plusieurs risques de marché, vous n'avez pas un risque de marché, vous avez un risque systémique. Et comment on fait pour se protéger contre le risque systémique ?
ça va pas être aussi simple, ok? Ça va pas être aussi simple. Le risque systémique, autant vous dire, non mais c'est chaud, c'est chaud. Risque systémique, il est compliqué. Éventuellement, les assurances, hein, on peut en revenir. Le meilleur moyen aussi, c'est d'essayer de le remarquer avant. Ok. J'aime pas dire ça, mais je déteste dire ça. Mais typiquement, si vous prenez des actions, par exemple Tesla à l'heure actuelle ou Amazon ou Apple, hein, surtout Apple, c'est pas forcément le bon moment. Ok. Il y a un gros risque sur ces. Alors là, c'est plutôt idiosyncratique, mais ce que je veux dire, c'est que on peut le voir arriver en avance. Et le risque systémique, c'est pareil. Michael Burry, il avait prédit le risque que le marché obligataire, qu'est-ce que je raconte, que le marché immobilier américain allait commencer à douiller sa race si la banque centrale relève ses taux. C'est ce qui s'est passé au final, hein, parce que ils ont tendance à emprunter avec des taux variables contrairement à nos autres Européens, ce qui est mieux en Europe, d'accord. Des trucs à taux variable, c'est... Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc ça, c'est les trois différents types de risques dont je voulais vous en parler. Alors en vérité, il y en a différents. Enfin, il y en a plein d'autres, pardon. Ok, typiquement, le fait que ce soit la Banque centrale qui relève ses taux, je crois qu'il y a un nom différent encore. On parle pas là d'un risque de marché, mais d'un risque... je sais pas comment on dit. Ok. Il y a aussi une échelle d'improbabilité. Ok. Un risque idiosyncratique, c'est beaucoup plus fréquent qu'un risque systémique. Un risque systémique, c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus vénère. D'accord. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans certains cas, ça peut être une bonne chose. Ok. Ça peut être synonyme de solde. D'accord. Sauf typiquement si vous avez un cours qui est très très exponentiel. Et à ce moment-là, si vous avez l'éclatement par exemple d'une bulle spéculative et que vous avez littéralement des soldes, ok, le dead cat bounce, pardon. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici en plein milieu des soldes? En vrai, ça se discute, d'accord. Ça peut juste être la véritable valeur, ok. C'est pas des actifs qui vont être sous-évalués. Après là, on commence à rentrer dans des trucs très techniques, hein. Je vais être franc avec vous. On commence à rentrer dans des trucs qui vont être très très techniques. N'oubliez pas aussi que les risques systémiques, ça peut être intéressant pour se protéger contre les risques systémiques, c'est que géographiquement parlant, il y a des pays qui ne sont pas touchés de la même manière. D'accord. Pour reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure, la crise de 2008, il y a certains pays qui n'ont pas du tout été touchés par la crise de 2008. D'accord. En tout cas, pas avec le même... Hein, vous m'avez compris. Et typiquement, alors je crois que c'est les pays asiatiques. Il y a certains pays asiatiques, par exemple, qui n'ont pas pris le même choc. Donc, si par exemple vous investissez dans le marché, admettons de la Corée du Sud, si la Corée du Sud n'a pas a bien absorbé le choc de la crise de 2008, c'était un bon plan d'avoir des obligations coréennes, de l'immobilier coréen, des actions coréennes, etc., etc. Ça aurait pu être intéressant, d'accord? Mais en vérité, partez du principe que le risque systémique, il est corsé, d'accord? Si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Ok. Bon. C'était donc tout pour les différents types de risques. C'est une vidéo qui va être assez importante parce que j'ai répété plusieurs fois, les gens ont tendance à oublier ce que c'était les risques, d'accord? On se met bien d'accord. Les risques, c'est quelque chose d'assez intéressant et surtout, on va y revenir très régulièrement. Je m'excuse d'avance si cette vidéo va être un petit peu longue. Je pense que je vais faire une sorte de petite introduction. Actuellement, je suis dans mon université, j'ai pas le droit enfin, je pense pas avoir le droit de filmer, donc c'est dommage. Je voulais prendre un amphi, mais au final, j'ai trouvé une superbe salle de classe. Et en plus, il pleut dehors, c'est insupportable. Donc bon, désolé si la qualité de la vidéo était un peu faible. J'espère au moins que vous avez pu voir ce que j'écrivais. Enfin bon. Merci quand même de m'avoir suivi. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et passez une très très bonne journée. Si vous avez des questions, vous savez. Merde, ma caméra s'est éteinte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Allez, à bientôt.